Salut tout le monde, nouvelle petite série de vidéos, mini-série de peut-être 2 3 épisodes sur comment créer son Play to Earn. On va créer notre contrat de A à Z, donc notre token. On va aussi voir du coup dans une seconde partie, donc une seconde vidéo, comment déployer ce contrat. On va le déployer en local pour le coup et l'utiliser avec une interface web. Donc voilà, c'est très basique. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous trouverez d'autres vidéos plus complètes, plus longues et des tutos sur internet, il y en a beaucoup. Donc là voilà, très basique, on va créer notre token et notre contrat par derrière. Ça va être du développement web et à la fois en Solidity, du coup Solidity qui est un langage pour développer les contrats. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Alors cette vidéo va être séparée en plusieurs parties. Donc la première partie, ça va être, je vais vous donner les bases des technologies qu'on va utiliser et comment ça fonctionne globalement. Dans une deuxième partie, on va créer notre contrat donc nous-mêmes en le codant à la main. Et dans une troisième partie, on va le tester en ligne avec un logiciel qui s'appelle Remix, qui est fait exprès justement pour tester les contrats, ces choses comme ça, et les développer bien sûr. Donc on passe tout de suite à la première partie, c'est-à-dire vous expliquer en quoi va consister la programmation. Donc nous allons programmer ce contrat en Solidity, comme j'ai dit précédemment, c'est un langage qui est spécialisé du coup pour le développement de tokens, contrats, notamment Ethereum, des choses comme ça. Avant tout, un token, c'est quoi? C'est des smart contracts. Alors un smart contract, c'est en gros un contrat qui, une fois déployé sur la blockchain, ne peut pas être changé. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire là, dans votre contrat, si vous choisissez un jour de publier votre token, sachez que vous ne pourrez plus jamais le modifier. Il faudra recréer notre contrat et du coup recréer notre token par derrière. C'est pas possible de le modifier. Donc c'est ça qui fait que la blockchain est aussi utilisée, c'est la transparence, parce que du coup on a accès aux informations du contrat et on sait qu'on ne peut pas se faire scammer par un contrat qui change au fur et à mesure, pardon, parce que le contrat ne peut pas changer. Donc si quelqu'un essaie de vous douiller, et ben, vous pourrez directement voir dans le contrat s'il a fait des fonctions exprès pour pouvoir s'attribuer tout l'argent ou des choses comme ça. Donc en fait, rien n'est caché en quelque sorte. Donc ça, c'est la force des contrats euh, qu'on va du coup utiliser. Seul problème, comme je vous ai dit, c'est qu'une fois déployés, on ne peut pas les changer. Donc ça, c'est souvent problématique pour le développement de jeux Play to Earn. Je sais pas si ça vous arrive, mais quand il y a une nouveauté, une grosse nouveauté sur un jeu, généralement, ça vous demande de signer quelque chose. Alors, vous comprenez généralement pas trop, mais en gros, ce qui se passe derrière, c'est que ça va vous faire automatiquement signer un nouveau contrat qui a été déployé par, par le développeur du jeu. Euh, Notamment une marketplace qui est ajoutée dans un jeu bien après. Si le développeur n'avait pas inclus la marketplace dans son premier contrat, il va devoir recréer totalement un autre contrat qui va du coup vous demander de re-signer après. Donc c'est pour ça que sur certains jeux, vous avez des contrats à signer de temps en temps, vous ne comprenez pas pourquoi. Ben maintenant vous savez, c'est parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent, puisqu'il y a des améliorations. Tous ces contrats, ils sont accessibles normalement en ligne. Maintenant, c'est à vous de faire vos petites recherches dessus. C'est pas le thème de cette vidéo. Donc, première information, parce que quand je débutais dans ça, je me suis posé plein de fois la question. Les trois quarts des vidéos, ils parlaient du coup de l'Ethereum et de la blockchain ERC20, donc c'est la blockchain de l'Ethereum, mais jamais de la Binance Smart Chain qui pourtant est très utilisée en ce moment parce que la blockchain Ethereum est un peu surchargée. Alors, il faut savoir que les deux, c'est la même chose, d'accord? La blockchain, la BSC, Binance Smart Chain, pardon, euh, est une réplique de la blockchain Ethereum. Donc tout ce que vous allez coder là maintenant, ça marche sur la BSC aussi, d'accord? Il faut juste le déployer du coup autrement, mais globalement c'est la même chose, il n'y a pas à tout refaire, vous inquiétez pas, c'est exactement les mêmes contrats, même code, même langage, tout est pareil. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, une chose importante qu'on va aborder et qui va me faire expliquer qu'est-ce que Solidity et comment ça fonctionne, les gaz. Tout ce qu'on va faire dans le contrat, ça va être des opérations logiques qui vont s'effectuer sur des serveurs, donc des nodes, et tout ça, ça va coûter des gaz. Donc quand vous voulez transférer de l'argent d'un compte à un autre, vous avez des gaz. Quand vous voulez acheter ou miner quelque chose sur un site, pareil, des gaz. Et en fait, ces gaz, c'est quoi? C'est le cumul du prix de chaque opération qui va être effectuée euh, par votre demande. Donc imaginons que vous voulez transférer d'un point A à un point B, il va falloir retirer des tokens à l'utilisateur A
et en ajouter à l'utilisateur B. Donc globalement, là, bon, c'est simplifié, mais ça fait deux actions, et c'est ça qui va faire le coût en gaz. Alors, il faut savoir que le coût en gaz va dépendre de beaucoup de choses, notamment de si on utilise le stockage, si on écrit ou pas. Donc ça, je vais vous décrire ça tout de suite. Il y a déjà, il faut savoir, il y a plusieurs fonctions. Il y a 4 fonctions globalement dans Solidity. La première, c'est la fonction publique, qui va faire que tout le monde peut accéder à cette fonction. Qu'on soit à l'intérieur du contrat, extérieur, machin, tout le monde peut appeler cette fonction. En deuxième, du coup, il y a la fonction private. Cette fonction, elle va servir, du coup, elle va être accessible que à l'intérieur du contrat lui-même. En troisième, la fonction external, qui s'apparente globalement à la fonction publique, donc accessible à l'extérieur, machin. Seule chose qui inclut external, c'est qu'elle n'est pas accessible à l'intérieur de son propre contrat. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un contrat avec plusieurs fonctions. Si la fonction est en external, vous pouvez l'appeler depuis un contrat extérieur, donc depuis votre MetaMask, appeler la fonction, des choses comme ça, mais depuis votre contrat lui-même, on ne peut pas l'appeler, d'accord? Comparé à la fonction publique qui peut se faire appeler de partout. Et en quatrième, on a la fonction internal. Celle-là, alors elle est un peu comme la fonction private, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler que à l'intérieur de notre propre contrat et aussi à l'intérieur de ceux qui ont importé ce contrat. Vous allez voir qu'on va séparer, alors pas dans cette vidéo, mais quand vous allez avoir un code qui est plutôt long avec beaucoup de fonctions et choses comme ça, euh, faire du clean code, ce serait tout séparé en plusieurs contrats qui s'importent les uns les autres, avec chaque contrat des spécifications. Et le problème de si on met en private, eh ben, imaginons un gros contrat qui en importe deux petits, il ne pourra pas faire appel à leur fonction private. Alors qu'avec la fonction internal, il pourra. D'accord? Donc la fonction internal, c'est comme private, sauf qu'on peut l'appeler depuis les contrats si on les importe. Euh, Pas besoin de rentrer dans les détails pour l'instant. Là, le but, c'est une vidéo pour les débutants. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Vous trouverez des réponses très claires et globalement beaucoup plus synthétiques et mieux expliquées que ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va passer aux FI, alors les gaz. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les FI, ça représente l'ensemble du prix de chaque opération. Les opérations, elles ont un coût différent. Par exemple, ajouter un nombre A et un nombre B entre eux, ça va pas coûter beaucoup puisque on stocke rien, on lit pas la mémoire, on ajoute juste A et B, ça va rien coûter. Par contre, ce qui coûte le plus, et c'est là où il faudra faire attention, c'est écrire dans le stockage interne. Alors c'est pour ça, bon, petit aparté, c'est pour ça que il y a beaucoup de play to earn actuellement qui fonctionnent et de plus en plus avec des bases de données. C'est pour ça que vous rentrez, vous faites un exchange de coins et vous n'avez plus aucun frais à l'intérieur de votre jeu. C'est parce que ils n'utilisent plus la blockchain à l'intérieur du jeu, d'accord? C'est de plus en plus utilisé, plus que utiliser la blockchain, si vous sauvegardez des choses, ça va vous prendre beaucoup de frais. C'est-à-dire, imaginons, on a un utilisateur qui veut mint un personnage sur un jeu. Pour mint le personnage, il va devoir le créer, ce personnage va devoir être sauvegardé dans un fichier pour que la blockchain mémorise que ce personnage appartient à tel joueur. Et bien ça va prendre beaucoup de frais. Alors que si vous voulez juste lire la base de données pour voir si le personnage existe ou quoi, ça va prendre déjà moins de frais, puisqu'on va pas écrire, on va juste lire. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a deux types de stockage. Il y a le storage, en anglais. Storage, en gros, c'est on va stocker sur la blockchain, d'accord? Ça, c'est une opération qui va coûter beaucoup. Si on écrit sur la blockchain, ça va coûter beaucoup de frais, donc faites attention à ça. Et il y a le type memory. Memory, en gros, c'est on utilise la mémoire vive, ça coûte quasiment rien en frais par rapport à storage, d'accord? Donc, on va passer maintenant à la partie coding. On va créer notre contrat comme prévu. Euh, D'abord, on va voir qu'est-ce qu'on aimerait créer pour pas qu'on crée quelque chose où on n'arrive pas à s'y retrouver. Donc, on va faire un truc très simple pour l'instant. On va créer un petit token, d'accord? Ce token, en gros, on pourra faire des choses très simples. Ça va être une liste d'objets, ce token. On va dire que notre jeu va tourner avec des objets. Ce sera des objets random, une ampoule, une bouteille, un micro, un téléphone, des choses comme ça. Et en gros, cette liste, eh ben, du coup, elle est vide au début. Et puis, on peut acheter des objets. D'accord? Quand on achète des objets, du coup, ils nous appartiennent. Et voilà. Ça, c'est un truc très simple, mais à côté, ça va déjà être plus compliqué. Mais voilà, globalement, c'est juste une liste d'objets où quand on achète un truc, ça crée un objet. On va faire ça tout de suite. Donc c'est parti. Alors d'abord, on va ouvrir un terminal sur VS Code. Alors n'hésitez pas à faire
fichier, ouvrir un dossier et vous placer directement dans un dossier. Donc là, mon dossier va s'appeler YouTube, d'accord, c'est pour la vidéo, mais créez votre projet toujours dans un dossier hein, bien délimité. Donc on va commencer par faire npm init. Cette fonction va permettre d'initier le projet. Package name, alors par la formalité fait que c'est souvent le nom du dossier, le package name, et puis après vous pouvez soit compléter, soit appuyer, appuyer sur entrée en spammant, parce qu'on n'a pas besoin de mettre de description d'auteur pour ce fichier pour l'instant. Ok, une fois cela fait, on peut voir qu'on a le package.json qui est créé, donc ça c'est la description de ce projet, d'accord. Nous allons maintenant installer OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est une librairie qui est très utilisée, une librairie qui va nous servir à créer notre token et à nous faciliter le tout avec les fonctions de base. Donc pour ça, vous allez exécuter la commande npm install /openzeppelin/contract. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça s'installe. C'est fait. On peut voir que notre module, il y a plein de choses dedans. Je vous expliquerai après ce que c'est. Là, on a nos librairies. Maintenant, on va utiliser le module Truffle, d'accord, pour setup notre environnement. C'est très utilisé aussi dans la création de tokens. Je vous laisse chercher sur internet comment télécharger Truffle. Vous pouvez voir que j'ai Truffle, puisque quand je marque Truffle, ça me sort la liste des commandes comme un Truffle help. Je vous laisse du coup télécharger Truffle sur internet pour avoir accès à ces commandes. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire, je serai ravi de vous aider. Donc on va faire un petit Truffle init qui va setup notre projet. Et là vous allez voir, ça va nous créer tout notre environnement avec nos contrats. Il y a déjà un contrat de base qui est créé, mais celui-là on ne va pas l'utiliser. Nos migrations, nos modules, etc. etc. Parfait. Maintenant, on va créer notre fichier qui va correspondre à notre contrat. Donc, on va dans contrat et nous allons l'appeler token.sol. Sol, c'est pour le langage du coup Solidity. Donc, une fois le fichier créé, on va mettre en place notre environnement puisque coder du Solidity sur VS Code, c'est pas encore optimal. Les extensions sont présentes, mais pas exceptionnelles. On va utiliser un outil qui s'appelle Remix, d'accord? Un outil très utile. Vous allez le voir. Donc on va commencer par aller sur internet et on va taper Remix. Vous allez à cette adresse-là, remixethereum.org. Alors Remix, ça va être du coup un IDE, une interface de développement, sur internet pour tout ce qui est vos contrats. N'hésitez pas à l'utiliser, elle est très pratique et très complète. D'accord? Alors, on va faire ça. Vous pouvez voir qu'on a déjà un workspace qui est créé. On va pas l'utiliser puisque nous, vous avez vu, on a le nôtre en local. D'accord? Donc on va cliquer sur localhost. Là, il nous donne la commande, etc. etc. Il faut d'abord télécharger le Remix package, puisque Remix, en fait, il va falloir l'utiliser en local pour lancer le serveur en local et y accéder depuis le site internet. Donc pour ça, il va falloir exécuter cette commande ici. Une fois Remix installé, on descend tout en bas et ici, on a la commande, pareil, à exécuter pour lancer notre serveur. Donc là, il nous dit, là, si on fait connect, il va essayer de se connecter. Pour l'instant, on n'a toujours pas lancé notre projet en local, donc il ne va pas y arriver. Donc pour le lancer, on marque la commande. Il nous demande le pass pour le projet. Comme on est déjà dedans, on va faire un point slash, ce qui veut dire qu'on va se mettre dans le répertoire actuel. D'accord? On fait entrer. On peut voir que ça prend un peu de temps. Donc voilà. J'ai cancel la commande, j'ai eu une petite erreur puisque j'avais déjà un autre serveur qui tournait en local. Mais globalement, on fait entrer, ça lance le serveur, parfait. On n'a plus qu'à aller sur internet, connect, et là on peut voir que ça va nous connecter directement à notre workspace en local, ici. On a tous nos trucs, alors on va se placer dans contract, et token.sol, c'est le fichier qu'on vient de créer. Vous pouvez voir que si j'écris quelque chose ici, d'accord, ça va aussi l'écrire du coup sur VS Code. Donc ça, c'est parfait, c'est connecté en direct. Maintenant, on va passer à la programmation, et là, soyez prêts. Dans un premier temps, il va falloir donner une licence pour notre contrat, donc c'est pas obligé, mais maintenant ça se fait de plus en plus. On va utiliser la licence MIT, ce qui veut dire que notre contrat va être accessible par tous et utilisable, modifiable, partageable par tout le monde, d'accord?
En production, je vous conseille pas de l'utiliser, je vous conseille d'aller voir sur internet toutes les licences qui existent. Mais globalement, là, on n'a pas besoin d'une licence plus élevée, donc on va prendre la licence MIT. Donc, pour prendre la licence MIT, on marque SPDX-licence. Alors attendez, je regarde. Identifier, 2 points, MIT. Donc là, on vient de spécifier notre licence. Alors, il met une erreur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on vient de spécifier notre licence. Il faut maintenant spécifier la version de ce DT qu'on va utiliser. Alors, on va utiliser une des dernières. Donc, pour ça, on va ici, on regarde toutes les versions qu'il y a. Je pense qu'on va utiliser la 8.10, c'est la dernière. Donc, pour spécifier la version, on marque pragma solidity 0.8.10, point virgule, à savoir que le Solidity ressemble beaucoup à du JavaScript. Donc voilà, vous allez vous y retrouver si vous connaissez pas mal le JavaScript. On a spécifié notre version, maintenant il faut créer notre contrat. D'accord? Donc on va marquer contract. Donc ça c'est pour définir un contrat, on va l'appeler token comme le nom du fichier. D'accord? Ça c'est la norme. Et là on va l'extend. Alors l'extend ça sert à quoi? Ça sert en gros à reprendre les fonctions dans notre contrat et les appliquer au nôtre. Donc là, on va prendre le contrat de base, le ERC 721, qui va être le token qu'on va utiliser. Pourquoi ce token-là? Puisque, comme vous le savez, l'Ethereum, c'est un jeton qui est fongible, c'est-à-dire qu'il est divisible. Nous, on ne veut pas que, par exemple, un objet, on puisse posséder 0,5 objets. Ça n'a aucun sens. Donc, on va prendre le ERC 721, qui est un token non fongible. Donc, on peut en avoir 1, 2, 3, mais pas 3,5, par exemple. D'accord? Donc pour faire ça, on va faire is ERC721. On va aussi utiliser ownable, mais on va pas l'utiliser dans cette vidéo, ownable, mais voilà, mettez-le pour la suite des vidéos. Alors là, vous voyez qu'on a plein d'erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ERC721 et ownable, il ne connaît pas ça, il va falloir les importer. Alors pour les importer, ça va être très simple. Il va falloir regarder dans Node Module. Donc Node Module, OpenZeppelin, Contract. Donc là, c'est ce que je vous ai fait installer tout à l'heure en module. Et là, on peut voir qu'il y a plein de tokens, et nous, on a dit le 721, ERC 721. Il faut savoir que beaucoup des fonctions qu'on va faire là vont ressembler au 721, mais on verra ça dans la dernière sous-partie qui va être en savoir plus. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour l'importer, c'est simple. On fait comme en JS, import. Alors pourquoi point point? Puisque nous, on se trouve dans token. Du coup, il faut remonter jusqu'à notre Zeppelin, node module, pardon. Enfin, remonter à la source. Puis ensuite aller dans notre module, open Zeppelin, contract, token ERC721 et ERC721.sol. Donc on va marquer tout ça. Point point. Node module slash arrobase open Zeppelin slash contract slash token slash ERC721 slash ERC721.sol. On va faire pareil pour la fonction ownable. La fonction ownable se trouve dans access. Donc là, on peut aller dans access et ownable.sol. Ownable.sol, pardon. Ok. On n'oublie pas les points virgule à la fin. Et on peut sauvegarder. On peut voir qu'on a encore une erreur. On va voir pourquoi juste après. Donc, maintenant, il va falloir déclarer notre structure d'objet. Du coup, pour avoir, qu'est-ce que je veux dire, savoir ce que c'est un objet, on va lui donner un nom et un poids, d'accord? Ça va être défini par nous-mêmes. Vous pourrez mettre quelque chose comme un point random dans le futur. Les randoms, il faudra regarder sur internet, c'est un peu compliqué, puisque jamais rien n'est vraiment aléatoire en informatique. Mais globalement, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez lui mettre un point random, ce qui fera que quand on va mint, entre guillemets, notre objet, il aura un point random. Ce sera un peu comme une chance de rareté, des choses comme ça, d'accord? Donc pour déclarer notre objet et ce qu'il va y avoir, on va faire un struct, donc une structure d'object, d'accord? Nous on va faire un truc très simple, on va lui donner un nom, donc un name, et on va lui mettre un uint, alors pourquoi on va mettre un uint32 width? Pourquoi uint32? Puisque ça sert à rien de mettre un uint256. Alors il faut savoir que uint de base et uint256 c'est la même chose, mais en gros 32 c'est le nombre de bits de place qu'il va prendre. Plus le uint est grand, plus il va prendre de place, donc plus ça va coûter cher à créer des choses comme ça.
Donc, trouver le bon poids. On va pas mettre un int16 parce que ça va jusqu'à 62 000, 63 000, je crois, int16. Imaginons, on va avoir un énorme objet qui fait 100 000 kilos, on ne pourra pas. Donc, on va mettre un int32. Mais int256, ça va faire tellement de décimales qu'en fait, ça va être inutilisable. Enfin, ça va être inutilisé, les dernières décimales, pardon. Et du coup, ça va être totalement useless puisque vous allez utiliser beaucoup de stockage pour au final un nombre qui n'est utilisé pas en totalité. Je vous conseille d'aller sur internet et de taper int32 pour voir la taille enfin le nombre maximum de votre int. Alors on peut voir que si on marque une 32, je viens de trouver, le nombre peut être compris entre 0 et 4 milliards 294 967 295, ce qui est largement assez, alors que si vous voyez, si on tape une 16 par exemple et qu'on va voir la référence, ça va être 62 000, il me semble, quelque chose comme ça, entre 0 et 65 000, voilà, d'accord. Pas besoin d'aller plus loin, mais sachez que int 256, il y a beaucoup de choix possibles. C'est pour ça que dans certains cas, on va l'utiliser. Après avoir créé la structure, on va créer la liste d'objets. Du coup, c'est ça notre élément principal qui va contenir tous les objets du jeu. Puisque quand on va créer un objet, il va falloir le stocker pour qu'il soit contenu dans la base de données, dans la blockchain, pour qu'il persiste pour toujours. D'accord? Pour faire ça, c'est très simple. On va créer un tableau, tac, object, avec comme nom objet. Object, crochet ouvrant, crochet fermant, c'est pour dire que c'est un tableau de taille non définie. Object, pardon, S, c'est pour dire que en gros, ça va être la liste d'objets. Vous pouvez lui donner que le nom que vous voulez, mais nous, on va dire que c'est une liste d'objets, donc object avec un S. On va le mettre en public. Comme ça, il sera accessible de partout. C'est-à-dire que comme la blockchain, elle est ouverte, on va pouvoir avoir la liste de tous les objets créés depuis le début. D'accord? Et ça, ce sera accessible par tout le monde, à tout le monde. Maintenant, nous allons passer au mapping. Alors le mapping, ça correspond à quoi? C'est savoir quoi appartient à qui. D'accord? Là, on va l'utiliser pour dire par exemple un objet à qui il appartient. Donc pour faire simple, ça va être comme ça qu'on va faire. Alors là, qu'est-ce que je viens d'écrire? Je viens d'écrire 8256 égale crochet, pardon, pas crochet, mais signe supérieur, adresse. Ça signifie qu'en gros, en entrée, en key, on aura un uint256, donc un integer de taille très grande, et en sortie, on aura une adresse. L'uint256, ça va représenter l'index de l'objet, d'accord? Et l'adresse, ça va représenter à qui il appartient, une adresse de la blockchain, d'accord? On va le mettre en public pour dire que tout le monde y a accès, et on va l'appeler object to owner, puisque en clé, on a un objet, et en arrivée, on a un owner, donc une adresse, d'accord? En deuxième mapping, on va faire adresse, d'accord, vers un uint256, et celui-là, on va l'appeler count object owner. Donc ça, c'est pour savoir combien d'objets a un détenteur, c'est-à-dire que en clé, on a l'adresse, donc la personne va mettre son adresse, et ça va lui ressortir sous forme d'integer le nombre d'objets qu'il a. Celle-là, on la met pas en public parce que globalement, ce serait bizarre de donner l'accès à tout le monde, de compter les objets de personnes précisément. Donc celle-là, on la met pas en public, c'est pas accessible publiquement, même si globalement, comme ça, c'est en public, on pourra deviner, déterminer ça à la main. Alors là, vous allez vous poser une question, c'est d'une déjà, pourquoi il y a toujours ce petit point d'exclamation rouge ici? Et aussi, mais ça sert à quoi de faire object to owner? Pourquoi on ne fait pas owner to object? Puisque là, c'est un peu chiant, c'est-à-dire que on va dire l'objet numéro 3, on va savoir à qui il appartient, mais imagine, j'ai un compte, j'ai envie de savoir tous mes objets, là, il n'y a pas. Je peux savoir combien d'objets j'ai grâce à ce mapping-là, mais je ne sais pas les objets que j'ai. Je suis obligé de parcourir tout ça. Et ben en fait, ça va être très simple, et à la fois pas si simple quand même. En fait, c'est que si on fait un owner to object, imaginons j'ai une liste de 10 objets, d'accord? Je mets en place une marketplace. Je veux transférer mon objet numéro 2 à quelqu'un d'autre. Donc dans ma liste, il va déjà aller falloir chercher mon objet numéro 2 pour le transférer et l'ajouter à quelqu'un d'autre. Donc ça,
ça va l'enlever de mon stockage. Donc une opération sur le stockage, vous vous souvenez plutôt que je vous ai dit, écrire sur le stockage, ça coûte très cher. Donc une opération sur le stockage, plus l'ajouter sur la liste du nouveau. Donc deux opérations sur le stockage. Mais il faut savoir aussi que du coup, ça va laisser un trou dans ma liste, puisque j'ai 10 objets et je viens d'enlever le deuxième. Donc il y a un trou à l'emplacement numéro 2. Donc il va falloir décaler tous ceux d'après. Ou décaler le dernier, ça c'est vous qui voit, mais ça va changer l'ordre, donc c'est pas logique. Mais globalement, il va falloir faire encore d'autres opérations pour enlever ce trou. Et là, ça va utiliser beaucoup de stockage, ce qui fait que, en fait, au niveau des gaz phi, ça va être horrible et ça va être très cher d'envoyer l'objet à quelqu'un, alors que simplement on peut faire ça et grâce à une simple fonction, on pourra parcourir cette liste-là et avoir la liste d'objets. Vous allez voir plus tard, mais voilà. Bon, vous comprendrez plus tard, mais globalement, si vous faites l'inverse, ça va vous coûter très cher en gaz phi de transférer un objet si vous comptez le mettre dans le futur. Alors l'erreur rouge, on a encore. Pourquoi? Puisque là, vous voyez qu'on a un constructeur et nous, on n'a pas de constructeur. Donc on fait appel à ERC21, 721, pardon, mais on ne construit même pas. Ce qui veut dire que il va pas réussir à rentrer là-dedans, puisque lui, pour le construire, le ERC 721, il va demander un nom et un symbole qu'on ne lui donne pas ici. Donc pour ça, on va se créer notre propre constructeur. Donc constructeur, espace, on va regarder ce qu'il demande. Il demande un nom et un symbole, d'accord? Donc on va lui donner un nom et un symbole. Par précaution, dans les fonctions, les paramètres de fonction, on les préfixe par un tiré du bas, d'accord? Et donc encore un string, symbole. Hop. Et du coup, là, il faut qu'on crée notre token ERC721 avec un paramètre du coup name et symbole. J'ai oublié le tiré du bas. On n'oublie pas le point virgule. Et là, normalement, et on a encore une erreur. Autant pour moi, je me suis trompé. Il faut juste mettre le ERC21 ici. Et c'est après qu'on va ouvrir les guillemets. Tac, donc je vous conseille de mettre à la ligne, c'est plus joli. On formate tout ça correctement. Et donc là, c'est bon. On a encore une petite erreur rouge, mais celle-là, elle est normale. C'est qu'en fait, les normes disent qu'il faut préciser si c'est un string, si on veut le mettre dans la mémoire, dans le stockage. Comme je vous ai dit, stocker dans la blockchain, ça coûte très cher. De plus que là, on n'a même pas besoin de l'utiliser dans un stockage défini, enfin un stockage qui va persister. Là, on va juste l'utiliser dans la fonction. Donc, quand on utilise un paramètre seulement dans la fonction, on va utiliser le mot-clé memory. À savoir que c'est à préciser pour les strings, mais globalement, les uint, il va automatiquement les stocker en tant que memory. On sauvegarde et on n'a plus aucune erreur. Donc là, c'est bien, on a notre constructeur, on a notre structure, notre liste d'objets, mais comment on l'utilise? Parce que là, on ne peut pas l'utiliser actuellement, on n'a aucune fonction qui nous permet de faire ça. Donc pour ça, on va créer nos fonctions. Dans cette vidéo, on va créer qu'une seule fonction, ça va être la fonction qui va nous permettre de créer un objet. Donc fonction create object, d'accord? Donc dans cette fonction, on ne va pas utiliser de nombre random, parce qu'en Solidity, c'est compliqué de faire un nombre random, puis il y a beaucoup de choses derrière à comprendre. Donc je vous laisse chercher sur internet si vous voulez vraiment faire avec un nombre random, mais là on va pas se prendre la tête, on va tout préciser pour l'instant. Donc string memory, puisque les strings, comme je vous rappelle, c'est obligé de spécifier name, puisque vous allez voir, enfin vous avez vu, pardon, dans objet on a un nom et un point. Donc là on va demander à l'utilisateur, quand il fait ça de sa requête, de donner un nom à son objet, et pour le poids on va le définir nous-mêmes, donc on va faire, on voit que c'est un uni32, donc uni32 weight, et là on va le mettre à 100 par exemple. Donc tous les objets créés auront un poids de 100. Maintenant il faut créer l'objet, d'accord? Pour créer l'objet c'est très simple, on va créer object current object, alors ça c'est un nom, je lui donne current object, est égal à du coup object, et là entre parenthèses on va lui spécifier les paramètres, donc là il nous demande le nom et le poids, donc name et wi j'ai acheté. Là on va normalement avoir une erreur si je sauvegarde, voilà, c'est qu'on a oublié de préciser que le current object était stocké dans la mémoire et pas dans le stockage interne, donc là dans la mémoire vive. Je re-sauvegarde et là on a encore une erreur. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit aussi précédemment, une fonction il faut déclarer si elle est publique, private, internal, external. Alors cette fonction va la rendre publique pour la simple et bonne raison que comme ça tout le monde pourra y accéder. D'accord? Donc voilà, on marque juste public après et tout le monde peut y accéder. À savoir qu'il faut voilà, vérifier chaque fonction publique si on ne peut pas outrepasser certaines règles. Par exemple, cette fonction c'est juste créer un objet, mais imaginons vous faites une fonction qui permet de transférer un objet d'une personne à un autre.
Si elle est publique, vérifiez bien que personne puisse outrepasser les règles que vous vous êtes mises dans votre tête. Par exemple, si on transfère d'une personne A à une personne B, il faut que ce soit la personne A qui demande à faire le transfert. Il ne faut pas que ce soit une personne tierce, par exemple, qui dise tiens, ben, je vais faire le transfert de tel objet à lui là, mais alors que l'objet lui appartient même pas. Donc tout ça, ça se fera dans des vidéos prochaines, futures, pardon, où on vérifiera ces conditions-là. Mais faites attention à ça, chaque fonction publique, c'est dangereux. Si vous ne faites pas attention à la sécurité, c'est dangereux. Surtout qu'un smart contract, s'il y a une faille, une fois qu'il est publié, c'est fini. Donc maintenant, nous allons continuer, puisque là on a créé notre objet. Mais notre objet, il faut l'ajouter d'une à la liste. De deux, il faut aussi ajouter un object to owner, puisque l'objet va être créé, il faudra dire à quelle personne, à qui il appartient. Et il faudra aussi dire que cette personne du coup a un objet de plus qu'elle en a actuellement. Donc premièrement on va l'ajouter à la liste. Donc pour ça c'est très simple, on va faire object.push, puisque c'est un tableau, current object. Donc là il est ajouté à la liste. Maintenant on va remplir ce mapping là, object to owner. Donc là vous voyez qu'en clé on va avoir l'index de l'objet et en valeur on aura l'adresse. Alors l'index de l'objet, comme je vous l'affiche actuellement, ça va être la position à laquelle il va être. Donc si c'est le tout premier objet, il va être à la position 0. Si c'est le deuxième objet, il va être à la position 1. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle object, donc la liste.length. Donc là, comme ça, on a la length de la liste. Si vous vous y connaissez un peu en informatique, vous savez que object.length, ça va retourner un nombre qui est supérieur de 1 à l'index de l'objet. Donc comme je vous affiche actuellement, imaginons la liste, ça nous retourne 3 parce qu'il y a 3 objets dedans. Pour accéder au premier objet, ou au dernier, pardon, pour accéder au dernier objet, il va falloir faire la liste crochet-crochet 2, puisqu'une liste ça commence à 0. Donc on va faire object length moins 1. Comme ça, si la liste est de 3, ça nous renvoie 3, moins 1, 2. Donc on peut accéder au dernier. Donc ça va être la taille. Et donc du coup, l'objet qu'on vient de créer, son index, comme on fait push, push ça le met à la fin de la liste, son index va correspondre à la taille de la liste actuelle, du coup, moins 1. D'accord? Donc ça c'est bien, maintenant il faut qu'on complète notre mapping. Donc notre mapping c'est object to owner, d'accord? On a vu qu'en paramètre, enfin en clé, on lui passe l'index de l'objet. Mince, hop, object to owner. Donc en clé, on lui passe l'index du dernier objet, puisqu'on vient de l'ajouter, c'est bon. Et en valeur, on lui passe l'adresse de celui qui vient d'appeler le contrat. Comment on fait pour recueillir l'adresse de celui qui vient d'appeler le contrat? C'est simple, on fait msg.sender. Et là, on a l'adresse de celui qui vient d'appeler le contrat. Il faut maintenant compléter le dernier mapping, count object to owner, donc là c'est le plus simple. En entrée, on a l'adresse de celui qui vient de l'appeler, donc celui à qui appartient l'objet, et on va lui rajouter 1. Donc ça veut dire on va lui rajouter 1 au nombre d'objets qu'il possède actuellement. Sachant que ça met par défaut 0 à tout le monde, bah là du coup ça va être 0 plus 1, donc il va posséder un objet, d'accord? CTRL S, on n'a aucune erreur, et voilà, notre contrat fonctionne. Donc maintenant on va passer à la dernière partie, on va le déployer localement sur Remix, et on va surtout tester ce qu'on vient de faire. Donc on va aller à gauche, dans le troisième onglet. On peut voir qu'on a notre contrat, on a par défaut des adresses, d'accord, qui ont toutes sans ETR. Notre contrat est ici, et on va cliquer sur déployer. Vous voyez que ça s'est bien passé, et on a notre contrat qui est là avec toutes nos fonctions. Il y a plein de fonctions qu'on n'a pas marquées, c'est normal. Je vous ai dit, on hérite de ERC 721 et Ownable. Du coup, on a plein de fonctions qu'on n'a pas encore faites, mais qui existent déjà dans ERC 721. Donc, nous, on peut voir qu'on a fait la fonction createObject et on a aussi l'objet public, public to owner. Object to owner, pardon. Donc, si nous allons dans Object to owner, tac, il nous demande de spécifier un uint. Ça, c'est logique, c'est un tableau. Du coup, il faut qu'on spécifie l'index de ce tableau. Là, actuellement, le tableau, il est vide puisqu'on n'a rien ajouté. Donc, peu importe l'index que je vais mettre, ça va pas marcher. D'accord? Vous voyez, adresse, machin, ça met une erreur. Puisque le tableau est vide. Donc là, on peut réessayer avec 24, c'est pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un objet, du coup. Donc, on fait appel à la fonction createObject, qui se trouve juste là. Vous voyez, il demande un nom, on lui donne un nom, on va lui mettre objet 1 en nom. Create, tac, on voit que ça s'est bien passé. On voit que j'ai été débité de quelques éthers, puisque les transactions coûtent des gaz fees. Et là, il suffit d'aller dans Object to Owner. Comme je vous ai montré le premier objet d'un tableau,
c'est à l'index 0, donc on fait 0. Et là, on obtient une adresse, puisque object owner, on a vu, on met un int au départ, et on obtient l'adresse de à qui il appartient. Donc, on va dans object owner, adresse 0, 5, machin, et là, si on regarde, c'est exactement l'adresse avec laquelle on travaille, d'accord? Imaginons, je vais sur cette adresse-là, et je veux créer mon objet aussi. Je l'appelle Poupie, create object, ça fonctionne. L'objet, du coup, il va être ajouté à la liste, donc le tableau fait maintenant une taille de 2, donc le second objet va être en 1. Si on regarde toujours object to owner en 0, c'est toujours à 0x5b, donc c'est le premier compte qu'on avait. Et si on regarde à l'index 1, donc l'objet qu'on vient de créer maintenant, on est à 0ab8, et là si on regarde 0ab8, c'est exactement le compte sur lequel on est. Et ça, peu importe le compte, on peut se mettre sur n'importe lequel. On regarde le 1, c'est 0ab8, et le 0, c'est 0,5x. B38. On verra dans une prochaine vidéo du coup comment utiliser compte object owner pour pouvoir aussi l'afficher et savoir combien on a d'objets par personne. On verra comment utiliser des fonctions payables, c'est-à-dire qu'il va falloir payer pour avoir un objet, que ce soit pas gratuit. Comment utiliser l'attribut require pour éviter par exemple qu'un objet payable on le paye mais moins cher que prévu. On verra comment transférer des objets et on verra aussi comment faire le visuel de notre contrat et faire une petite interface web avec. Donc sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire et si ça vous a plu, et ben, je tournerai au plus vite la seconde vidéo. Allez, salut les gars!